8 mars 1945, 14h32. Le lieutenant James O'Connor, commandant de chars américains, fixait avec stupeur les dégâts frontaux de son Sherman. Un Sherman M4A3. Un seul soldat allemand, à peine âgé de 17 ans, avait posé un tube sur son épaule, avait appuyé et avait transpercé 200 mm d'acier blindé trempé comme si c'était du papier. L'arme avait coûté 5 marks à fabriquer. Son Sherman, 33 000 $. O'Connor attrapa le poste radio et rapporta à son commandant ce qu'il craignait depuis des semaines. Les Allemands avaient brisé l'équilibre de la guerre. Un enfant soldat avec un tube jetable était désormais plus puissant que le meilleur char d'assaut américain. Le commandant répondit simplement « Nous savons et nous n'avons aucune idée de comment ils font » à l'automne 1942. Les commandants de chars alliés étaient confrontés à un problème technique qu'ils pensaient avoir résolu. Le blindage allemand devenait de plus en plus épais, mais leurs armes anti-chars suivaient la même logique que depuis la Première Guerre mondiale. L'énergie cinétique, des calibres plus gros, une vitesse plus élevée, des projectiles plus lourds. Le bazooka américain M1 pesait 6 kg et pouvait percer 60 mm d'acier. Le Piat britannique pesait 14,5 kg et perçait 75 mm. Les deux armes étaient le résultat d'années de recherche et d'une fabrication précise. Les deux avaient coûté une fortune à produire, et les deux étaient fondamentalement inefficaces contre la nouvelle génération de chars allemands. Le Panzer IV avait un blindage frontal de 80 mm. Le Tiger atteignait 100 mm. Ces valeurs étaient hors de portée de ce que les armes d'infanterie portable pouvaient percer. En Allemagne, à cette époque, une équipe de développement de la société ASAG, sous la direction du docteur Heinrich Langweiler, travaillait sur une approche radicalement différente. L'idée de base n'était pas nouvelle. Le principe de la charge creuse, où une charge explosive façonnée crée un jet de métal à haute vitesse, était connu depuis les années 1930. Mais personne n'avait réussi à intégrer cette technologie dans une arme d'infanterie qui soit bon marché, simple et mortellement efficace. L'équipe de Langweiler résolut le problème, non pas par une technique plus complexe, mais par une simplification radicale. Au lieu d'une arme réutilisable avec une mécanique complexe, ils développèrent un système jetable, un tube en acier, une charge creuse, un simple mécanisme de percuteur, le premier Panzerfaust 30 fonctionnel, nommé d'après sa portée effective de 30 mètres, pesait 5,1 kg et ne coûtait que 5 marks par unité en production de masse. La performance de pénétration, 200 mm d'acier blindé trempé. C'était le double de ce que les meilleures armes alliées pouvaient faire. Pour une fraction du coût, la révolution technique résidait dans le détail de la charge creuse. Le Panzerfaust utilisait une garniture conique en cuivre avec un angle d'ouverture précis de 42 degrés. Lors de l'impact sur le blindage, la charge de TNT de 800 grammes explosait. La pression de l'explosion fit s'effondrer la garniture en cuivre et forma un jet de métal à une vitesse de 8000 mètres par seconde. C'est 23 fois la vitesse du son. Ce jet ne perçait pas l'acier par énergie cinétique au sens classique, mais par un processus hydrodynamique. Le jet de cuivre se comportait pendant des microsecondes comme un liquide, qui se pressait à travers le blindage et créait à l'intérieur un nuage de métal fondu, de gaz à haute pression et d'éclats. Ces effets secondaires tuaient l'équipage ou enflammaient les munitions. Le blindage lui-même n'avait pas besoin d'être complètement percé, les effets thermiques et mécaniques à l'intérieur du char étaient déjà mortels. Lorsque les premières unités de Panzerfaust furent livrées au front de l'Est, à l'automne 1943, les rapports des services secrets soviétiques documentèrent l'arme avec un mélange de consternation et de respect. Un rapport du 15 octobre 1943, rédigé par le capitaine Dimitri Volkov, décrivait la perte de 6 chars T-34 en 20 minutes lors d'une attaque contre un village allemand. Les pertes n'étaient pas dues aux chars ou à l'artillerie allemande, mais à des unités de la milice populaire.
qui utilisait des Panzerfaust. Volkov écrivit « Un paysan à la barbe grise a abattu mon meilleur char à 25 mètres. Il a utilisé une arme qui ressemblait à un tube avec une boîte au bout. Mon chauffeur est mort sur le coup. Le radio a brûlé vif. Le blindage avait un trou de la taille de mon poing, mais la destruction à l'intérieur ressemblait à l'explosion d'une grenade. » Ce rapport atterrit sur les bureaux des développeurs d'armes soviétiques avec la mention « Priorité absolue ». Copier la technologie. Les forces américaines firent leur première connaissance documentée avec le Panzerfaust lors de la bataille d'Anzio en janvier 1944. Le lieutenant-colonel Charles P. Henriksen, responsable de la tactique des blindés de la 1re division blindée, rédigea le 28 janvier 1944 un rapport qui fut ensuite classifié. Henriksen décrivit la perte de 11 chars Sherman en un seul affrontement, tous détruits par le Panzerfaust. Ces mots sont un rare témoignage d'humiliation technique alliée. Nous n'avons aucune défense contre cette arme. Notre blindage est inutile. Nos tactiques sont obsolètes. Un soldat allemand, caché dans une cave, peut anéantir un char de 30 tonnes et son équipage de 5 personnes en quelques secondes. Les Allemands ont accompli avec une arme qu'ils jettent, ce que nous n'avons pas réussi avec des années de recherche. Le rapport de Henriksen se terminait par une recommandation: arrêt immédiat de toutes les opérations offensives de chars en zones urbaines, jusqu'à ce qu'une contre-mesure soit développée. Il n'y avait aucune contre-mesure. La supériorité technique du Panzerfaust força les Alliés à une douloureuse prise de conscience. Toute leur philosophie de lutte anti-char était dépassée. Les développeurs britanniques du Piat avaient investi des années dans un système de ressort complexe qui accélérait un projectile lourd. L'arme était peu fiable, difficile à charger et dangereuse pour le tireur. Le bazooka américain était plus efficace, mais restait une arme compliquée. Il nécessitait un entraînement et était coûteuse à produire. Le Panzerfaust était le contraire de tout cela. Il ne nécessitait aucun entraînement. L'utilisation était si simple qu'un soldat pouvait l'apprendre en 5 minutes. Il était bon marché pour le prix d'un bazooka. L'Allemagne pouvait produire 50 Panzerfaust. Et il était plus efficace. Aucun blindage allié ne pouvait résister à un coup direct. La percée technique du Panzerfaust résidait dans l'optimisation de la géométrie de la charge creuse. Les ingénieurs allemands de HASAG effectuèrent plus de 300 séries de tests pour déterminer l'angle de cône parfait de la garniture en cuivre. À 38 degrés, la pénétration était trop faible. À 46 degrés, le jet de métal se dispersait trop tôt. À 42 degrés, ils atteignaient la focalisation maximale du jet. Cette optimisation apparemment mineure faisait toute la différence entre une pénétration de 140 mm et une pénétration de 200 mm, suffisant pour détruire n'importe quel char allié, mais pas assez pour menacer les Tigres ou les Tigres royaux allemands, plus lourds. Le réglage fin s'étendait à chaque aspect de l'arme. La distance entre la charge creuse et la surface de la cible devait être maintenue exactement pour obtenir un effet maximal. Le Panzerfaust résolvait ce problème grâce à un simple capot en tôle, qui, lors de l'impact, déclenchait la détonation à une distance optimale de 10,5 cm de la blindage. Le développement ultérieur du Panzerfaust 60 en 1944 illustre la vitesse extraordinaire du développement des armes allemandes, alors que les systèmes d'armes alliés nécessitaient des années entre la conception et la mise en service. Les ingénieurs allemands ont fondamentalement amélioré le Panzerfaust en seulement 8 mois. Le Panzerfaust 60, introduit en mars 1944, a augmenté la portée effective de 30 à 60 mètres grâce à une charge propulsive améliorée. Le projectile atteignait désormais une vitesse de 45 mètres par seconde, toujours lent par rapport au projectile cinétique, mais suffisant pour la technologie de la charge creuse. Plus importante encore,
L'augmentation du diamètre de l'ogive à 100 mm a porté la pénétration à 200-120 mm. Les coûts de production restaient dérisoires, à 6 marks. Un rapport des services secrets américains datant de juin 1944, retrouvé dans les archives nationales, résumait la situation. Les Allemands produisent cette arme plus rapidement que nous ne pouvons produire des chars qui peuvent lui résister. Nous perdons la course à l'armement face à une arme qu'on jette. Les tentatives désespérées des Alliés de copier le Panzerfaust ont révélé un problème fondamental. Ils comprenaient le principe, mais pas le savoir-faire. Durant l'été 1944, le général Eisenhower ordonna la création d'une task force spécialisée pour analyser les armes allemandes capturées. Le lieutenant-colonel Charles P. Henriksen, un ingénieur de l'Army Ordnance Department, dirigea l'enquête sur 15 unités de Panzerfaust capturées. Son rapport du 3 août 1944 est un document de frustration technique. Nous avons entièrement démonté l'arme. Nous comprenons chaque composant. La théorie est simple, mais nos tentatives de la répliquer échouent. La charge creuse exige une précision dans la fabrication de la garniture en cuivre que nous ne pouvons pas reproduire. Des écarts microscopiques dans l'angle du cône réduisent la pénétration de 40%. Les Allemands réalisent cette précision en production de masse. Nous ne la réalisons même pas en laboratoire. Henriksen recommanda d'arrêter les efforts de réplication et d'améliorer plutôt le bazooka existant. Un aveu d'infériorité technique. Le Panzerfaust 100, introduit en novembre 1944, fut la dernière et la plus avancée des versions de l'arme. Avec une portée effective de 100 mètres et une ogive encore plus grande, il atteignait une pénétration de 200 mm sous un angle presque optimal. L'arme introduisit également un viseur rudimentaire qui permettait une visée précise. Un soldat avec 30 minutes d'entraînement pouvait atteindre une cible de la taille d'un char à 80 mètres avec une probabilité de succès de 80%. Les chiffres de production étaient stupéfiants. Entre octobre 1943 et avril 1945, l'Allemagne produisit plus de 8 millions d'unités de Panzerfaust. Cela représente plus de 12 000 unités par jour. À titre de comparaison, les États-Unis ont produit 476 000 tubes de bazooka au cours de la même période. Le Panzerfaust n'était pas seulement techniquement supérieur, c'était un miracle industriel de production de masse. L'influence du Panzerfaust sur la technologie d'armement moderne ne saurait être surestimée. Après la guerre, les ingénieurs soviétiques ont développé la série RPG, en commençant par le RPG-2 en 1949. L'arme était une copie directe du principe du Panzerfaust. Charge creuse, manipulation facile, production peu coûteuse. Un ingénieur soviétique, Mikhail Kalachnikov, qui a ensuite développé l'AK-47, a écrit dans ses mémoires « Nous avons étudié le Panzerfaust comme un manuscrit sacré. Les Allemands avaient trouvé la perfection dans la simplicité. Notre tâche était seulement de la réutiliser. » Le RPG-7, introduit en 1961, est encore aujourd'hui l'arme anti-char la plus répandue au monde. Plus de 9 millions d'unités ont été produites. Chacune est basée sur le principe de la charge creuse du Panzerfaust. Le développement des armes américaines a suivi une voie similaire. Le M20 Super Bazooka, introduit en 1945, fut la première tentative américaine de perfectionner la technologie de la charge creuse. Le projet a été retardé de près d'1 an parce que les ingénieurs américains ne pouvaient pas atteindre la précision des garnitures en cuivre allemandes. Ce n'est qu'en analysant les installations de production allemandes capturées et en recrutant des ingénieurs allemands grâce à l'opération Paperclip que la percée a été réalisée. Un rapport de la CIA, aujourd'hui déclassifié, datant de 1946, répertorie 37 techniciens en armement allemand qui ont été amenés dans des laboratoires d'armement américains. Leur tâche principale, transférer la technologie de fabrication de la charge creuse. Sans le savoir-faire allemand, l'Amérique n'aurait pas eu d'armes anti-chars efficaces.
La finesse technique du Panzerfaust se révèle particulièrement dans un détail qui a longtemps déconcerté les ingénieurs alliés: l'auto-inflammation de la charge propulsive. Le Panzerfaust utilisait un percuteur mécanique qui, lors du tir, se projetait vers l'avant et frappait une capsule d'allumage. Cette capsule d'allumage contenait un mélange très sensible d'azoture de plomb et de stiffnate de plomb. Des produits chimiques qui explosent sous une pression minimale. L'explosion de la capsule d'allumage enflammait la charge propulsive de poudre noire qui accélérait le projectile hors du tube. L'ensemble du mécanisme était si simple qu'il ne comportait que 3 pièces mobiles. Les développeurs américains ont tenté de copier ce mécanisme, mais ont échoué en raison de la chimie de la capsule d'allumage. Le mélange allemand était si sensible qu'il fonctionnait de manière fiable à des températures allant de 40 degrés Celsius à plus 60 degrés Celsius. Les versions américaines gelaient en hiver ou explosaient spontanément en été. Ce n'est qu'en 1947, après des années de recherche et avec l'aide de documents de laboratoire allemands capturés, que la réplication a réussi. Le Panzerfaust n'a pas seulement révolutionné la lutte anti-char, il a également modifié l'ensemble de la tactique d'infanterie. Avant le Panzerfaust, les chars étaient la force dominante sur le champ de bataille. L'infanterie ne pouvait être protégée que par l'artillerie lourde ou d'autres chars. Le Panzerfaust a donné au simple fantassin le pouvoir de détruire un char. Ce changement de pouvoir a eu des conséquences considérables. Les commandants de chars alliés ont dû revoir complètement leur tactique. Les chars ne pouvaient plus avancer sans protection. Chaque fenêtre, chaque entrée de maison, chaque tranchée pouvait dissimuler un tireur de Panzerfaust. La bataille de Berlin en avril 1945 a démontré l'efficacité mortelle de cette stratégie défensive. Les forces soviétiques ont perdu plus de 2000 chars dans la zone urbaine, la plupart à cause du Panzerfaust. Un commandant de chars soviétique, le général-colonel Mikhail Katukov, a écrit « Berlin n'était pas un combat militaire, c'était un abattoir. Mes chars étaient des cercueils. » Le développement après-guerre de la technologie Panzerfaust a conduit à toute une famille d'armes modernes. La Bundeswehr allemande a introduit le Panzerfaust 44 en 1963, une évolution directe de la conception de guerre. En 1978 a suivi le Panzerfaust 3, un système très moderne avec une charge creuse en tandem pour surmonter le blindage réactif. Cette arme, produite par Dynamite Nobel, coûte plus de 1000 € par tir et peut percer 900 mm de blindage. Mais le principe de base est identique au Panzerfaust à 5 marques de 1943. La charge creuse avec revêtement métallique conique. Le jet de métal à vitesse suprasonique. La pénétration hydrodynamique. Les ingénieurs allemands ont perfectionné cette technologie il y a 80 ans. Et à ce jour, personne n'a trouvé mieux. L'AT-4 américaine, le Henlau suédois, le B-300 israélien. Toutes ces armes anti-chars modernes sont des variations du principe du Panzerfaust. L'AT-4, introduite en 1985 et utilisée par plus de 30 nations, est essentiellement un Panzerfaust 60 amélioré avec une optique moderne et des propergoles améliorés. La géométrie de la charge creuse est presque identique. Un technicien d'armement américain travaillant pour Textron, qui détient la licence AT-4, a avoué dans une interview en 2003 « Nous n'avons pas réinventé la roue. Les Allemands l'ont perfectionné il y a 60 ans. Nous n'avons fait que moderniser les matériaux. La technologie de base est allemande. » L'héritage technique du Panzerfaust s'étend même aux applications civiles. La technologie de charge creuse, perfectionnée pour le Panzerfaust, est aujourd'hui utilisée dans l'industrie pétrolière pour faire exploser des trous dans la roche. Les charges profilées pour le forage pétrolier utilisent exactement la même physique que le Panzerfaust. Revêtement métallique conique, charge explosive, jet de métal focalisé.
Des entreprises comme Schlumberger et Halliburton concèdent des licences pour des brevets qui remontent directement à la recherche allemande des années 1940. Un brevet du Dr Heinrich Langweiler, déposé en 1942, n'a été levé qu'en 1998, pendant 56 ans. Les entreprises ont dû payer des redevances pour une technologie développée dans un laboratoire allemand bombardé. La reconnaissance du Panzerfaust comme arme révolutionnaire n'est pas venue immédiatement. Pendant la guerre, les services de propagande alliés ont tenté de minimiser l'importance de l'arme. Les rapports sur les pertes de chars ont été censurés. Il a été ordonné aux soldats de ne pas parler du Panzerfaust afin de ne pas saper le moral. Ce n'est que dans les années 1950, lorsque des rapports classifiés ont été déclassifiés, qu'un dialogue honnête sur la supériorité technique de l'arme a commencé. Un historien militaire britannique, le colonel John Weeks, a écrit en 1959 dans son livre Infantry Weapons: le Panzerfaust était l'arme d'infanterie la plus réussie de la Seconde Guerre mondiale. Il a détruit plus de chars que toute autre arme. Il a fondamentalement changé les tactiques. Et il a démontré que l'ingénierie allemande pouvait produire des innovations de classe mondiale, même dans des conditions extrêmes. L'analyse de Weeks était controversée, mais correcte. L'opération Paperclip, le programme américain de recrutement de scientifiques allemands après la guerre, a consacré une part importante de ses ressources à la technologie des armements. Sur les 1600 scientifiques et ingénieurs allemands amenés aux États-Unis, au moins 200 ont travaillé sur des projets d'armement. Beaucoup d'entre eux avaient directement travaillé sur le développement du Panzerfaust. Un rapport aujourd'hui déclassifié de la Joint Intelligence Objectives Agency de 1946 répertorie le Dr Heinrich Langweiler comme cible numéro 12, l'une des personnes cibles les plus importantes pour le recrutement. Langweiler a travaillé de 1946 à 1962 pour l'Army Ballistic Research Laboratory à Aberdeen, Maryland. Sa tâche principale, développer une technologie de charge creuse améliorée pour les armes américaines. Sans lui, l'Amérique n'aurait pas eu d'armes anti-chars efficaces pendant la guerre froide. La copie soviétique de la technologie Panzerfaust était plus directe, mais non moins dépendante des connaissances allemandes. Dans la confusion de la fin de la guerre, l'armée rouge a saisi toute l'usine de production ASAG à Leipzig. Plus de 300 ingénieurs et techniciens allemands ont été déportés en Union soviétique. Un rapport soviétique de 1946, déclassifié seulement en 1993, décrit l'opération. Des spécialistes allemands ont été amenés à Toula et ont reçu l'ordre d'organiser la production d'armes anti-chars. Ils ont travaillé sous surveillance, mais avec une liberté technique totale. En 18 mois, ils ont produit les premiers prototypes du RPG-1. Ces ingénieurs allemands, dont les noms sont restés pour la plupart inconnus, ont jeté les bases de l'arsenal anti-char soviétique qui a ensuite été utilisé dans chaque conflit de la guerre froide. Le Panzerfaust III moderne, aujourd'hui utilisé par la Bundeswehr et de nombreuses forces de l'OTAN, représente l'évolution ultime d'un concept vieux de 80 ans. L'arme utilise une charge creuse en tandem, une petite précharge qui déclenche un blindage réactif, suivi de la charge principale, qui perce le blindage réel. Cette sophistication surmonte les systèmes anti-chars modernes, mais le principe de base reste inchangé. La charge principale utilise un revêtement en cuivre conique avec un angle d'ouverture de 42 degrés. Exactement le même angle que les ingénieurs allemands ont identifié comme optimal en 1943. La physique n'a pas changé. L'ingénierie allemande était si précise que 80 ans de progrès technologiques n'ont pas trouvé de meilleurs moyens. L'ironie de l'histoire du Panzerfaust réside dans sa simplicité. Alors que les nations alliées investissaient des millions dans des systèmes d'armes complexes, l'Allemagne a créé
avec des ressources minimales. Une arme qui dominait le champ de bataille. Le Panzerfaust n'avait pas besoin de matériaux de haute technologie, pas d'optique de précision, pas de mécanismes complexes. Il utilisait la physique de base combinée à une conception intelligente, cette philosophie. Un maximum d'impact grâce à une conception optimale, et non à une technologie coûteuse, était typique des innovations de guerre allemande. La même mentalité a créé la fusée V2, l'avion à réaction M262, le sous-marin type 21. Les ingénieurs allemands n'avaient pas toujours les meilleures ressources, mais ils avaient la meilleure compréhension de la physique sous-jacente. Le Panzerfaust terrorisait non seulement par son efficacité, mais par sa diffusion. Vers la fin de la guerre, presque chaque soldat allemand, chaque combattant de la milice populaire, chaque jeune des jeunesses hitlériennes était armé d'un Panzerfaust. L'arme ne nécessitait aucun entraînement. Un garçon de 15 ans pouvait, après 5 minutes d'instruction, détruire un char de 50 tonnes. Cette démocratisation de la lutte anti-char a fondamentalement changé la guerre. Un fantassin américain, le sergent Thierry Leclerc, décrivit en 1995, dans une interview, son expérience en Allemagne en 1945. Nous avions plus peur des enfants avec des Panzerfaust que des soldats allemands avec des fusils. Les soldats se battaient selon des règles. Les enfants tiraient sur votre char depuis une fenêtre et s'enfuyaient. Il n'y avait aucune défense contre ça. Thierry Leclerc perdit 3 camarades dans son char à cause d'un tir de Panzerfaust dans les semaines précédant la fin de la guerre. Ces technologies ne sont pas seulement de l'histoire, elles sont dans vos armées modernes, vos missions de maintien de la paix, vos systèmes de défense, de l'AT-4 au RPG, en passant par le Panzerfaust 3, du forage pétrolier au façonnage d'explosifs. Les ingénieurs allemands de la Seconde Guerre mondiale ont jeté les bases de la lutte anti-char moderne. Si vous appréciez ces vérités techniques, soutenez-moi avec Super Thanks de YouTube. Chaque Super Thanks me permet de creuser plus profondément dans les archives, de numériser des plans techniques rares, d'interviewer les derniers ingénieurs témoins de l'époque. Aidez-moi à préserver cette histoire technique avant qu'elle ne soit oubliée. L'histoire du Panzerfaust est finalement l'histoire de la façon dont une seule idée brillante a changé la guerre pour toujours. Avant 1943, les chars étaient presque invulnérables pour l'infanterie. Après 1943, chaque char était une victime potentielle. Ce changement de pouvoir a eu des conséquences qui ont largement dépassé la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre de Corée, les troupes nord-coréennes ont détruit des chars américains, M26 Pershing, avec des RPG-2 soviétiques, des copies directes du Panzerfaust. Pendant la guerre du Vietnam, les forces américaines ont perdu des centaines de chars contre des combattants Viet Cong avec des RPG-7. En Irak, en 2003, des insurgés irakiens ont détruit des chars américains Abrams avec des RPG-29. Encore une évolution du principe du Panzerfaust. Chaque conflit moderne dans lequel des chars sont utilisés voit les descendants du Panzerfaust en action. La documentation technique du Panzerfaust, aujourd'hui disponible dans les archives du monde entier, révèle le niveau extraordinaire de l'ingénierie allemande. Des plans techniques de 1943 conservés aux archives fédérales de Koblenz et montrent des tolérances de l'ordre du centième de millimètre pour des composants fabriqués en série. Le contrôle qualité était si précis que moins de 1% des unités produites présentaient des défauts. À titre de comparaison, la production américaine de bazooka avait un taux d'erreur de 8%. La fabrication allemande atteignait une plus grande précision pour une fraction du coût et du temps. Ce paradoxe a stupéfié les ingénieurs alliés pendant des décennies. Comment une nation en guerre, dont les villes étaient bombardées, dont les ressources étaient épuisées, pouvait-elle produire des armes plus précises que des nations dotées d'une infrastructure intacte?
La réponse résidait dans la culture de l'ingénierie allemande. Les techniciens et ingénieurs allemands avaient une tradition de précision qui remontait à des siècles, des horlogers aux opticiens en passant par les armuriers. L'artisanat allemand était synonyme de qualité supérieure dans le monde entier. Cette culture a imprégné la production de guerre, même sous les bombardements, même avec des travailleurs forcés, même avec une pénurie de matériaux. Les normes n'ont pas été abaissées. Un rapport de la United States Strategic Bombing Survey de 1945 a analysé les installations de production allemandes et est parvenu à une conclusion étonnante. Les usines allemandes produisaient des armes de meilleure qualité sous les bombardements que les usines américaines en temps de paix. Ce n'est pas dû à de meilleures machines. Les machines allemandes étaient souvent plus anciennes et plus primitives. C'est dû à une meilleure ingénierie et à un contrôle qualité plus strict. Des documents récemment déclassifiés provenant des archives britanniques montrent que les chefs militaires britanniques prévoyaient déjà en 1944 d'adopter les conceptions d'armes allemandes après la guerre. Une note du Field Marshal Bernard Montgomery du 12 août 1944 au War Office à Londres est remarquablement directe. Nos armes sont inférieures aux armes allemandes dans presque toutes les catégories. Après la victoire, nous devons adopter leur conception, non par admiration, mais par nécessité. Nos soldats méritent les meilleures armes, et actuellement, ce sont les armes allemandes. Cette honnêteté était rare dans le commandement allié, mais Montgomery comprenait les réalités militaires. Sa recommandation a été mise en œuvre. Après 1945, les armes anti-chars britanniques étaient basées sur des principes allemands. Le lien entre le Panzerfaust et la technologie moderne n'est pas seulement historique, il est également documenté juridiquement. Les dossiers de brevets dans les archives allemandes, américaines et soviétiques montrent un réseau complexe de licences, de copies et d'appropriations. Un brevet allemand de 1941, déposé par le docteur Hubert Chardin pour la technologie des charges creuses, a été saisi par les Alliés après la guerre et déclaré invalide. Mais les connaissances ont été reprises. Les brevets américains de la fin des années 1940 pour les charges profilées montrent des conceptions presque identiques. Seuls les noms des inventeurs ont été modifiés. Cette appropriation technique était légale en vertu du droit de la guerre, mais elle documente à quel point la technologie des armes modernes dépend de la recherche allemande. Le Panzerfaust a démontré un principe qui est aujourd'hui enseigné dans chaque académie militaire, la guerre asymétrique. Une arme bon marché et simple peut vaincre une arme coûteuse et complexe si elle a la bonne conception. Ce principe est né pendant la Seconde Guerre mondiale et façonne encore aujourd'hui la pensée militaire, des engins explosifs improvisés en Irak aux attaques de drones en Ukraine. La guerre asymétrique moderne suit la logique du Panzerfaust. Un impact maximal avec des ressources minimales, les ingénieurs allemands n'ont pas seulement inventé une arme, ils ont inventé une philosophie militaire. Les histoires personnelles des soldats alliés qui ont affronté le Panzerfaust sont pleines de respect pour l'arme et de frustration face à leur propre infériorité. Le lieutenant Laurent Dubois, commandant de chars dans la 3e division blindée, a survécu à 3 tirs de Panzerfaust sur 3 chars différents. Dans une interview en 1987, il a déclaré « Je haïssais cette arme, mais je l'admirais aussi. Elle était brillante dans sa simplicité. Chaque fois que j'obtenais un nouveau char, je savais que quelque part, un jeune Allemand avec un tube m'attendait, et il n'y avait rien, absolument rien, que je puisse faire. C'est une façon terrible de se battre. » Laurent Dubois a perdu 14 membres d'équipage à cause de tirs de Panzerfaust pendant la guerre. La supériorité technique du Panzerfaust était si flagrante que même pendant la guerre, des tentatives ont été faites pour le voler ou l'acheter. Un rapport de l'OSS déclassifié récemment, datant de 1944,
décrit une tentative d'agents américains pour faire passer clandestinement des unités Panzerfaust intactes depuis la Suède, où elles étaient disponibles grâce à des ventes allemandes. L'opération a échoué, mais elle illustre le désespoir des militaires alliés d'accéder à la technologie allemande. Après la guerre, des milliers d'unités Panzerfaust ont été collectées par les troupes alliées et envoyées dans des laboratoires de recherche. Ces armes de butin ont été étudiées, démontées, testées, un hommage silencieux à leur excellence technique. Quelle technologie allemande vous a le plus surpris ces dernières années? Ou même à travers des récits familiaux? De nombreux ingénieurs dans les commentaires ont partagé des liens incroyables, des grands-pères qui travaillaient sur des charges creuses, des plans techniques dans les archives d'entreprises, des brevets modernes avec des racines allemandes. Partagez VO découvertes techniques, chaque commentaire est une pièce du puzzle, de l'histoire de l'ingénierie. Le Panzerfaust se dresse comme un symbole du génie allemand, dans des conditions extrêmes, à une époque où l'Allemagne reculait militairement, où les ressources diminuaient, où les villes étaient en ruine. Les ingénieurs allemands ont produit l'arme anti-char d'infanterie la plus efficace au monde. Une arme si brillante dans sa conception qu'elle constitue encore, 80 ans plus tard, le fondement des systèmes modernes. L'AT-4 dans les arsenaux américains, le RPG-7 dans les conflits du monde entier, le Panzerfaust III au sein de la Bundeswehr, tout descendant d'une idée, née dans un laboratoire allemand en 1942. La technologie ne connaît pas de frontières, pas de nationalité, pas de politique. Elle ne connaît qu'une seule règle. Ce qui fonctionne, survit. Le Panzerfaust a fonctionné, et il a survécu dans chaque arme anti-char qui a été construite depuis